C'est le petit salon japonais. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débriefing. Vu qu'on a terminé notre voyage au Japon, comme d'habitude, on va vous dire un peu ce qu'on en a pensé. Donc notre avis sincère sur, pas le Japon, mais Osaka et Kyoto. Comme vous l'avez vu, nous on a passé 2 semaines au Japon, on a fait une semaine complète à Osaka et après une semaine à Kyoto. Il faut savoir que pour venir au Japon, avec un passeport français, vous pouvez rester sur place 3 mois sans visa. Alors concernant les points positifs sur le Japon, il y en a pas mal. Avant ça, on avait déjà fait Tokyo, donc on a fait 3 villes en tout quand même au Japon, donc ça commence à être pas mal. Dans les points positifs, je pense que c'est des choses qui reviennent beaucoup, mais la propreté, la gentillesse des gens. Ouais. Voilà, ici c'est safe à 1,5 milliard %. Les Japonais sont très souriants. Après, est-ce que c'est vraiment de la gentillesse ou c'est vraiment de l'éducation? On sait pas trop, mais en tout cas voilà, ils sont très souriants, voilà, ils sont très serviables. Quand on parle de serviable, c'est-à-dire dans les commerces, les vendeurs, ou quand on a fait Universal, les employés ils étaient tous vraiment au taquet, ils étaient vraiment accueillants, chaleureux. Bon après c'est le parc qui veut ça. C'est le cas partout en fait, c'est-à-dire que même tu vois des mecs qui ont des tafs vraiment pas terribles, mais tu sens qu'ici les gens ils s'appliquent à faire leur travail en fait. Contrairement en France où tu vois le caissier qui en a rien à foutre parce que ça le saoule et je peux le comprendre à 100%. Ici ça se voit quasiment pas ou beaucoup moins. Tout le monde fait son travail avec vraiment beaucoup d'applications. Ils font hyper bien leur travail, ils sont très consciencieux et tout, même des fois un peu trop. Genre style au 7-Eleven, quand tu vois comment ils emballent parce ils mettent tes articles dans le sac plastique. Genre ils font ça, mais c'est genre ils déposent bien le truc au fond, ils mettent bien tac ça par-dessus, ils vérifient que ça écrase pas. Donc c'est hyper bien fait hein. En France si t'avais des mecs qui faisaient ça, ils foutraient ça en mode tas de merde dedans. Et puis des fois ils tapent un peu des faces, genre si t'achètes une bouteille d'eau tu veux pas de sac, les mecs ils savent pas trop quoi faire. Ou s'il y a un article dans ton sac qui rentre pas et qu'il faudrait prendre un autre sac mais que ça vaut pas le coup, genre tu vois qu'ils hésitent en fait. Et des fois ils te regardent, est-ce que genre si je le mets dedans ça passe ou pas? Bah ouais mec ça passe, on s'en fout un peu, c'est une bouteille d'eau. Enfin, mais voilà, ils sont très, tout ça pour dire que c'est des fois poussé un peu extrême, mais ils sont très consciencieux dans leur travail et c'est agréable en fait, c'est très agréable. Après c'est aussi je pense dû au fait que au Japon c'est vraiment une fierté d'avoir un travail et c'est une grosse honte d'être au chômage et de ne pas travailler. Du coup quand tu as ton boulot qui soit considéré comme ingrat ou que ce soit vraiment bien placé, peu importe, tu fais tout déjà pour être un bon employé. Et pour être bien vu ton patron et de bien faire ton boulot. Même les gens qui vont balayer les petites feuilles dans les parcs, ils font ça vraiment avec minutie. La serveuse ou la boulangère, ils font ça vraiment bien. Et c'est vrai que c'est très agréable de voir ça parce que tu sens que les gens, tu les fais pas chier quand tu rentres dans leur boutique quoi. Ils font pas la tronche alors que peut-être voilà ils sont crevés. Ça se trouve c'est une façade seulement. Mais... Ouais mais bon c'est vraiment très très appréciable quoi. Pour rejoindre Joe sur le fait que les Japonais sont très serviables, très polis, très gentils, les Japonais parlent pas très bien anglais, il n'y en a pas beaucoup qui parlent anglais et malgré tout ils essayent quand même de t'aider dans les commerces ou dans la rue ou peu importe. Ils te parlent en japonais mais ils essaient quand même de te faire comprendre les choses. Seven si il veut te demander tu veux faire chauffer ton plat, si tu veux faire chauffer ton plat, il te montre le micro-ondes, c'est tout con mais voilà ils essayent quand même, ils coupent pas la conversation. Ils essaient quand même d'engager quelque chose en fait. Genre, tu vois. Peut-être que dans d'autres pays, le mec, s'il voit que tu parles pas la langue, il te demandera pas si tu veux mettre au micro, quoi, il te le fout dans ton sac et puis dégage. Voilà. Là, ici, ils essaient de te fournir la même qualité de service que tout le monde, malgré qu'ils parlent pas anglais. Et... Tu vois, même les serveuses au restaurant, elles te déballent tout leur discours là, il a chez ma et j'avoue que le discours il est super long, ils te font 40 000 courbettes et tout, mais ils le font quand même que ce soit toi un occidental, toi un touriste ou toi un japonais local quoi. Et ça vraiment c'est bien. Ici un autre avantage du Japon, mais bon, ça c'est l'Asie de manière générale, c'est que tu peux manger bien et pour pas cher. Et au Japon je trouve que c'est notamment d'autant plus vrai. Tu peux manger par exemple des bons sushis, quand même de bonne qualité avec du bon poisson. Pour pas excessivement cher, par rapport à la France encore une fois, où il faudra payer beaucoup plus cher. Même, on va dire, je trouve que ça m'a fait un peu penser comme à Taïwan, c'est-à-dire que tu peux même aller dans des petits restaurants, dans des trucs un peu de chaîne et tout, et la qualité reste bien, et tu peux manger pour 5 € par personne. En moyenne, je crois qu'on mange entre 5 et 10 € par personne. Si on mange vraiment local, ouais. Donc tu peux t'en sortir pour pas trop cher, et la bouffe est bonne, même au 7-Eleven, parce que de temps en temps on fait des repas là-bas.
c'est pas vilain quoi. Je veux dire, même bon, les repas préparés de chez nous, Marie et tout, c'est moins bon. Là ici, bah, je sais pas comment c'est préparé et tout, mais ça fait moins industriel. Voilà, c'est moins industriel. Bah après tout est préparé la veille pour le lendemain par exemple. T'as pas des trucs en fait bourrés de conservateurs parce que je sais que les Japonais sont pas très fans de ça. Ils ont, je crois que les boîtes de conserve ça n'existe pas. Il y a du surgelé, il y a du plat préparé, mais par exemple pour le Seven, bah, c'est du riz, c'est de la viande, c'est des trucs comme ça, c'est des denrées qui sont périssables. Et quand tu regardes les dates de péremption, c'est vraiment grand max 48 heures plus tard. Et ça arrive vraiment genre la nuit pour le lendemain, pour le surlendemain, et c'est tout. Et après c'est jeté quoi. Donc c'est en ça je pense que la qualité est pas trop mal. Comme disait Joe pour les sushis, je crois qu'on l'a dit aussi dans un vlog où on mangeait les sushis. Pour un prix égal en France, tu as une meilleure qualité au Japon. Même les sushis à volonté, sur les rails, là, que c'est pas à volonté parce que tu payes à la pièce, mais c'est clairement du vite fait, c'est de la basse qualité, mais c'était quand même très très bon. Ça reste largement bien. Donc on mange quand même très très bien au Japon. Bah, du coup, en parlant de bouffe, on a parlé un petit peu des 7-Eleven, bon bah les combini, encore une fois, bon, c'est la vie quoi, franchement 7-Eleven. Tu sais. Et je crois que Japon c'est le seul où il y a le Sun. Ouais, c'est vrai que je crois qu'on y a que ici. C'est un autre style de combini qui ressemble au 7-Eleven, au Family Mart. Et le Sun, il y en a quasiment autant que des 7-Eleven et la prestation est bien aussi. Et je pense quand même que les combini ici au Japon font partie quand même des meilleurs, je pense, en termes de choix. Il y a vraiment beaucoup de choix. Quoi. Un truc un peu évident à dire, mais Osaka et Kyoto, c'était vraiment des belles villes. On a vraiment adoré. Et on a eu la chance, c'est un peu le hasard des dates, mais on a eu la chance de pouvoir venir pendant les Sakura. Et c'est un truc, je pense, à faire vraiment une fois dans sa vie au Japon. Bah, c'était vraiment magnifique. Franchement, vu qu'on a fait Tokyo à une période classique, là de pouvoir voir les paysages, même si c'est pas les mêmes villes, avec les Sakura, bah, je pense que ça vaut vraiment le coup. Malgré que ça attire beaucoup de monde et que ça peut avoir ses points négatifs, on en parlera après. Je pense que les Sakura, ça vaut vraiment le coup. Et c'est pas du tout surestimé, je trouve, parce que, voilà, évidemment, ce que tu vois sur Instagram, sur Pinterest, sur les réseaux sociaux, tu te dis, ça fait waouh, ça fait rêver, et puis quand tu vois en vrai, le truc, il est trop moche. En fait, non. Les parcs qu'on a fait, les allées avec tous les cerisiers, c'était vraiment magnifique. C'était même magique parfois avec une brise de vent qui fait envoler tous les pétales. C'est vraiment, ça vaut vraiment le coup. Je trouve que, ok, le Japon c'est une grosse dépense, mais si tu dois venir à un moment, c'est une des périodes où il faut venir. Je pense. Franchement, les Sakura, je suis vraiment content d'avoir fait cette période-là. Les temples sont vraiment magnifiques aussi. Il y a des très très beaux. Là, notamment à Kyoto, il n'y a que ça. Les parcs et les temples, clairement à Kyoto, tu viens pour ça. C'est vraiment beau, je trouve. C'est vraiment bien intégré dans la ville, le côté traditionnel. La ville de Nara est super jolie. Le Japon c'est vraiment un beau pays quoi. Moi j'ai vraiment adoré. Une chose que j'ai bien aimé aussi dans ces villes là, c'est que tu peux te balader et faire pas mal de points touristiques sans que ça te coûte rien. Donc je vais prendre pour exemple les États-Unis où il y a beaucoup de choses qui sont vite payantes, que ce soit des parcs, que ce soit des monuments, juste pour rentrer tu payes. Ou là comme la Thaïlande. Ou comme la Thaïlande. Ici il y a beaucoup de choses gratuites et quand c'est payant ça reste très raisonnable. C'est un peu comme la Corée en fait pour ça. Genre tu vas payer 3 balles pour rentrer, donc ça reste vraiment raisonnable. Je pense que tu peux passer une semaine à Kyoto et à visiter plein de trucs sans dépenser 1 euro pour les visites. Par exemple, les forêts de bambou, c'était gratuit, les torii c'est gratuit, et pourtant c'est génial de ouf à faire quoi. Ensuite on passe au point négatif parce que malgré tout il y en a quand même beaucoup. Comme partout il y en a. Ouais mais là je trouve que le Japon t'en as quand même pas mal. C'est un pays qui coûte extrêmement cher. Bon le billet d'avion après ça dépend d'où vous venez mais bon ça coûte de l'argent parce que le Japon c'est une île donc faut venir en avion, t'as pas le choix. Les logements par exemple, là on est resté 15 jours et cumulé une semaine sur Osaka, une semaine sur Kyoto, ça nous a coûté 1200 €. 1200 € clairement pour 2 semaines c'est super cher. Alors ok on est en période de printemps, de sakura, ce que tu veux, on est dans des grandes villes, ok, mais c'est quand même très cher. Oui parce que 1200 € c'est parfois ce qu'on a dépensé dans certains pays pendant notre année là, pour tout confondu, le trajet, la bouffe, les activités, le logement, tout. Là c'était 1200 € juste pour le logement. Alors comme elle a dit, Sakura, nous on réserve un petit peu au dernier moment et après on prend des logements pas trop dégueulasses, on est dans des endroits, tu vois, on a un salon, on est que tous les deux, c'est privatif. Je pense que tu peux trouver beaucoup moins cher bien évidemment, mais... Si tu veux moins cher au Japon, faut t'excentrer. Sauf que t'excentrer veut dire payer plus de déplacements. Et ça c'est pas spécialement une bonne nouvelle. Et du coup je rebondis sur le fait que les déplacements coûtent très cher. Si on parle que de déplacements dans une ville, à l'intérieur d'une ville, t'es obligé de prendre le métro, s'il y a un métro, ou les J-Airlines,
ou les bus, les 3 moyens de locomotion sont extrêmement chers. Ouais, Quoi. cher. En métro par exemple, pour faire une station, je crois que ça te coûte un peu moins d'1 euro, ça va te coûter 95 centimes, c'est 120 yens. Sur une GR Line, Voilà. Et dès que tu commences à faire 4, 5 stations, ça va te coûter 2, 3 euros. En bus, le bus que tu fasses un arrêt ou 50 arrêts, ça va te coûter 230 yens, donc ce qui fait moins de 2 euros. Ouais. À Kyoto en tout cas, après le fil, je sais pas. Mais ouais, c'est cher. Hein. Là, quasiment tous les jours, hein, si on sait qu'on va visiter toute la journée, on est obligé de recharger notre carte à chaque fois et on met... c'est 8 euros, je crois. On met 1000 yens à chaque fois, quasiment tout le jour, tous les 2 jours. Donc là, vous devez... quand tu fais l'addition, sur 2 semaines, je sais pas combien on a dépensé, hein, mais c'est cher. Il me semble qu'on a mis quand même très très régulièrement. Pour se déplacer d'une ville à une autre, ça va, c'est dans les 8-10 euros. Voilà, c'est ça, c'est plutôt raisonnable, mais bon, ça fait monter quand même l'addition. Si vous comptez vous déplacer dans le pays, vraiment beaucoup, prendre beaucoup de trains entre chaque ville, etc., prendre beaucoup le métro, prendre beaucoup des JR Line, on vous conseille peut-être de prendre le JR Pass, ça s'appelle comme ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un pass. un pass en fait illimité qui comprend en fait tous les types de déplacements en fait de moyens de transport au Japon, qui comprend le Shinkansen, le JR Line, le métro, le bus, etc. C'est ultra cher, donc si vous le prenez, il faut être sûr vraiment de le rentabiliser. Nous à la base on y avait pensé pour 2 semaines chacun, je crois, pour ce pass là ça coûtait dans les 400 euros. Ouais, c'est ça. Ouais, un truc comme ça. Clairement, nous on l'aurait pas rentabilisé parce qu'on faisait que 2 villes et à l'intérieur des villes on comptait pas se déplacer tant que ça. Mais ouais, si vous comptez faire, je sais pas, Tokyo, Osaka, Kyoto, Nara, machin, que vous comptez vraiment vous déplacer beaucoup, pourquoi pas le prendre? Mais ça bon, peut se rentabiliser. Je pense que oui, mais dans ces cas-là, tu fais des journées de ouf. Ouais. Et ça revient quand même cher parce que 400 euros par personne, c'est un sacré budget quand même. À savoir que sur Kyoto, tu peux prendre des passes de bus à la journée. Illimité, alors tu peux peut-être prendre plus ou pas, je sais pas. Et pareil, les prix on les a pas vus, mais sache que ça existe, on les a vus. Et le réseau de bus à Kyoto est très très développé, il est très bien fait. Donc limite ça peut se prendre en remplacement du train ou du métro. Concernant les transports, un truc qui peut être assez chiant, je crois que c'est comme sur Tokyo, sur Osaka aussi, ouais. Donc dans la ville vous avez le métro, donc vraiment le subway, le métro classique. Vous avez les JR Line qui correspondent en fait un peu aux Transiliens de chez nous, les trains de banlieue. Vous avez le Shinkansen, en fait vous avez plein de types de transports ferroviaires qui passent. Et il faut faire attention parce que nous la carte Ikoka ou la carte Pasmo, ce genre de choses, passe dans ce genre de transport. Mais il faut faire attention si vous avez pris un ticket de métro, il passera pas après sur la JR Line. Ouais. Donc ça il faut faire un peu attention parce que c'est en fait des lignes privées, après finalement c'est des lignes de l'État, je sais pas quoi, machin. C'est un peu le bazar. Hein. Après c'est très bien desservi, ces différents types de transports ne desservent pas les mêmes endroits, donc tu peux passer d'une ligne à une autre, donc ça c'est pratique. Mais il faut faire attention à ce que tu prends quoi. De toute façon je pense que le mieux c'est de prendre la carte, elle te servira dans tous les cas, elle te servira parce que tu peux t'en servir pour payer dans les commerces, tu peux t'en servir plein de trucs, donc je pense que prendre une carte Pasmo, Ikoka, tout ça c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais. Le seul truc qui est un peu chiant avec ce genre de carte, et on l'a déjà mentionné, c'est que pour recharger la carte, quand tu vas aller sur la borne, il faut que tu tapes, d'abord tu choisisses le montant que tu vas mettre dessus, et le minimum c'est 1000 yens, et tu peux pas mettre les petites pièces. Hein. Ouais. Tu peux mettre des pièces de 100, mais déjà pour avoir... 10 pièces de 100 ouais, ça va encore, mais bon. Quand t'es 3 ou 4, t'as pas 30 pièces de 100. Ouais, voilà. Donc, tu peux pas mettre vraiment la petite monnaie, et clairement elle sert à rien, en plus cette toute petite monnaie, genre les 1 yen, les 10. Ouais, 10 ça sert strictement à rien. Tu peux t'en servir dans les distributeurs, mais bon. Ouais, mais bon, t'achètes pas tout le temps les boissons, quoi. Donc voilà, ça c'est un peu chiant, quoi. Bon, et ça peut être un autre point négatif, ça ici, la monnaie elle est assez relou à dépenser, quoi. Je sais pas si on peut faire comme à Hong Kong, demander à ce qu'ils te rendent la monnaie sur ta carte Ikoka. Je sais pas si on peut. Je crois pas, on ne l'a jamais proposé. Donc comme on l'a dit, là on est venu pendant la période des sakura et tout, donc magnifique. Mais le point négatif, c'est qu'il y avait beaucoup de monde. Alors je sais que Kyoto, de manière générale, il y a tout le temps du monde. Voilà, je sais que c'est un peu blindé. Alors, c'est blindé, il y a des endroits où, limite, je te dirais, il n'y va même pas tellement il y a de monde, l'intérêt perd tout son lieu. Moi, ça m'a saoulé. Type le pavillon d'or. Alors, tu peux faire ta photo Instagram si tu as envie, c'est hyper joli, le pavillon il est magnifique, mais la visite n'a aucun intérêt. T'es collé aux gens, t'avances au rythme du flux parce qu'il n'y a pas le choix, tu peux pas t'arrêter, tu peux rien faire, il y a du monde partout. Et à part le pavillon, il y a rien à voir. Et à part le pavillon, il y a rien à voir. Donc franchement, ou alors s'il faut y aller à l'ouverture à 8h du matin, il y a peut-être moins de monde et encore, mais peu d'intérêt. Après, il y a des endroits comme la forêt de bambou, ou les torii, ou même certains parcs où il y a du monde.
de premier abord, il y a du monde. Mais il suffit, on l'a montré plein de fois, il suffit de s'éloigner un petit peu et tu peux te retrouver vraiment tranquille. Donc là, je vais dire que c'est un problème sans en être un, parce que tu peux l'esquiver. Mais il y a des endroits qu'on a fait où vraiment c'était... Le château d'Osaka. Ouais, le château d'Osaka par exemple. On n'est même pas rentré dans le château en fait. Il y avait une queue, pas possible. Et en plus du fait qu'il y ait beaucoup de touristes, en plus de ça, je trouve que les touristes, je comprends, tu vois, tu veux avoir ta photo, tu veux... bon, mais ils prennent 3 plombes à faire leur photo, quoi. Et en fait, ils s'en fichent des gens autour d'eux. Tu vois, nous on prenait une photo, ok, on posait quelques secondes, 30 secondes, mais après tu t'en vas. On l'a filmé, je crois, à Universal, devant la voiture à Harry Potter. Genre, il y avait une... Enfin, parce que ceux qui prennent beaucoup de temps, on va balancer un petit peu, hein, c'est les Asiates en général. Et genre, il y avait une nana qui faisait sa photo, et c'est genre, elle fait 5 ou 6 poses, puis elle se prend... Enfin, c'est une amie elle qui la prend devant la voiture, quoi. Donc du coup, personne ne peut faire de photo en attendant. Et on était, je sais pas, 3 ou 4 couples européens à attendre, quoi, en fait. Et une fois qu'elle a fini, elle s'est barrée. Et en fait, on a tous juste pris en photo la voiture, et en 30 secondes, on est tous partis. Parce que, voilà, on a fait une photo. Non, mais en plus de ça, tu sais, donc c'est elle qui prend sa photo. Après, c'est la copine qui prend la photo. Et après, elle regarde leurs photos si elles sont bonnes, et si elles sont pas bonnes, elle recommence, tu vois. Donc, t'as le droit, t'as payé ton billet d'entrée et tout, non, mais il facilite pas les choses en fait. Non, puis même c'est le cas partout, genre il y a un cerisier qui est magnifique, tu dis ah tiens je veux le prendre en photo, bah non t'as un mec qui est en train de faire une photo, qui prend 3 plombes, qui fait 60 selfies. En soi, il n'y a pas de problème, chacun fait ce qu'il veut, mais il faut penser que t'es pas tout seul. Enfin, certains touristes ont tendance à oublier ça, peut-être, je sais pas, mais ça peut vite rendre le truc un peu désagréable. Et d'ailleurs, ça arrivait, des fois on attendait, puis au bout d'un moment on a lâché l'affaire, on fait pas la photo. Moi je suis moins patiente que toi, et clairement le pavillon d'or, moi il m'a saoulé, j'ai pas voulu m'arrêter parce que je sais pas, je trouve c'est créer de l'illusion que t'es dans un endroit sympa et tout alors que tu t'es fait chier pendant la visite, quoi. C'est vrai que ça fait un peu ça. Ouais, moi ça m'a saoulé, quoi. Et bon, après c'est pas spécifique au Japon, mais je le dis maintenant parce que moi au Japon ça m'a clairement fait chier, quoi. Voilà. Mais je trouve que ça a été plus le cas à Kyoto. Osaka, je l'ai beaucoup moins ressenti. C'est vrai, c'est la première fois qu'on le ressent autant que le monde est gênant. On n'a rien contre le tourisme de masse, j'ai aucun souci avec ça. Parce qu'on en fait partie. Voilà. Mais et depuis le début de notre voyage, ça m'a pas posé plus de soucis que ça, peut-être quelques fois. Mais là, à Kyoto, vraiment, on l'a ressenti. On perd des vies de patience, En point positif, on avait dit que c'était sympa le fait que les Japonais soient très polis, très carrés, voilà, ça c'est... En effet, c'est un point positif parce que c'est des gens qui sont droits, qui respectent les autres, etc. Mais c'est aussi un point négatif dans le sens où ils sont tellement guindés que parfois toi tu as l'impression d'être un éléphant dans qu'on appelle ça dans une boutique. Voilà, c'est ça. Parce que en fait, les Japonais vont pas te dire quand tu te comportes mal, ils vont pas forcément mal te regarder. Donc toi tu sais pas que tu es en train de mal agir. Et ils ont je vais pas dire des coutumes, mais des comportements en fait que tu vas pas forcément remarquer, mais qu'il faut que tu respectes. Par exemple, c'est à toi de faire attention et d'anticiper en fait que tu vas gêner quelqu'un et que du coup tu dois en fait te mettre en retrait. Un exemple concret, c'est dans le métro. Dans le métro, quand tu es assis sur ta place, sur ta banquette, il faut pas que tu t'étales en fait, il faut que tu fasses attention que si jamais quelqu'un qui vient, il puisse venir s'asseoir sans avoir à te demander, sans avoir à te toucher, sans avoir à te déranger. Parce qu'en fait les Japonais n'aiment pas ça. Ils vont pas forcément te demander de te décaler pour leur laisser la place ou ce genre de choses. C'est à toi d'anticiper pour qu'ils aient pas en fait à avoir de vrais contacts en fait, parce que le fait de demander une place, tu déranges la personne. Donc il faut pas qu'ils fassent ça. Par exemple, c'était je crois le premier jour à Osaka ou à Kyoto, je sais même plus. On était dans le métro. Il y avait un petit peu de monde et tout. Et il y avait un jeune, il était assis sur sa place. Il était un peu étalé, mais sans plus, tu vois. Et il était sur son téléphone, il regardait pas trop autour de lui. Et là, il y a un couple qui rentre, un couple de Japonais. Il y a le mec, il s'est énervé contre lui. Genre, limite, il s'est assis sur lui, limite en mode oui, tu vois qu'il y a du monde, tu te décales pas et tout. Bon, on sait pas trop ce qu'il lui a dit parce que c'était en japonais. Non, mais c'était un truc comme ça. Mais ouais, et il dit à sa meuf, vas-y, assis-toi. Et là, il arrêtait pas de lui crier dessus. Je sais pas ce qu'il lui disait, mais super fort en plus. Et le jeune était là, oui, pardon, oui, t'as raison. Genre, en gros, vas-y, gueule-moi dessus, tu vois. Alors que moi, j'aurais été la première à dire, bah ça va, tu peux juste me demander tranquillement, je me décale, y a pas de problème. Alors que lui, c'était non, je suis désolée, j'ai tort. Et je pense que c'est pour ça que les Japonais ont du mal aussi avec les touristes. C'est parce que bah, ça n'existe pas des guides de bonne conduite au Japon. On fait des choses qui les dérangent. Tu devines que tu dois faire la queue avant d'entrer dans un train, tu devines que tu dois être discret et tout, mais ce genre de choses, genre par exemple dans le métro, les escalators, tout le monde se met d'un côté ou d'un autre pour laisser passer.
Et si toi t'es un petit peu trop au milieu, le japonais il va attendre derrière toi et il va pas te demander excuse-moi quoi. Ça arrive qu'il te demande, mais parfois ça n'arrive pas et c'est à toi en fait de faire attention aux autres. En France, si tu gênes quelqu'un, il te le dira gentiment. Ouais, voilà. Tu peux et décaler, c'est pas grave. Moi demain quelqu'un me demande de décaler, bah y a pas de problème, je le prends pas mal, tu vois. Au contraire, hein. Bah oui, excusez-moi, allez-y, passez. C'est vraiment à toi de faire attention aux autres. Et c'est vrai qu'il y a des moments où moi je me disais, où je faisais même la remarque à Joe, fais attention chérie, nanana, et lui il était là, non mais c'est bon, au bout d'un moment on s'en fout quoi. Sauf que tu peux pas dire ça. Non, je dis pas on s'en fout, mais faut arrêter de psychoter aussi quoi. Je veux dire, ok, des fois ça peut arriver que tu déranges parce que c'est pas ta culture, mais ça va. Je veux dire, les Japonais sont pas non plus parfaits, des fois ils font du bruit, des fois ils rigolent fort, des fois ils poussent les gens, ça arrive quoi. Ouais, mais... Au bout d'un moment, ok, ils ont une rigueur entre eux et tout, et tu le sens vraiment, mais au bout d'un moment faut respirer quoi. Ça va, c'est bon. Bah ouais, bah moi je me sentais parfois toi t'en tenais presque parano genre. Bah ouais, parce que c'est toi le touriste, c'est toi qui va déranger, c'est à toi de te plier aux règles. Et c'est vrai que quand tu le fais pas, et t'as l'impression de déranger. Donc ouais, je pense qu'on a tout dit sur les points positifs, négatifs. Maintenant, le Japon, je pense que ça reste un de nos pays préférés. Ouais. Parce que c'est agréable de vivre ici. Parce que c'est agréable à visiter, tout simplement. Le pays est vraiment bien foutu. Pour les touristes, c'est vraiment très très bien fait. Tu peux te déplacer facilement, tu peux manger pour pas cher. C'est très agréable de se balader, surtout que tu sais que c'est safe. Donc tu peux te balader dans n'importe quelle petite rue, même si tu es logé un peu excentré du centre-ville, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour le Japon, notre avis sincère sur Osaka et Kyoto, nous on a adoré. J'espère que les vlogs et les vidéos sur ces deux villes vous ont plu. Et on va aller s'envoler demain pour la prochaine destination, Corée du Sud. Si vous voulez continuer de suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Nous, ça nous fait plaisir, ça grandit de plus en plus, c'est sympa. Ça, merci. Et si vous voulez nous soutenir financièrement, comme d'habitude, vous avez les liens d'affiliation en barre des descriptions. Donc N26, notre banque internationale, Booking et Airbnb, donc c'est les deux sites principaux par lesquels on passe pour se loger et on est très satisfait. Donc voilà. Merci à ceux qui le font, ça nous aide beaucoup. Et puis on se dit à très bientôt pour un prochain voyage et une prochaine destination. Salut, ciao!